Alors, on va continuer. J'espère qu'on ne vous a pas donné trop d'informations et que vous allez être capable d'assimiler le reste de la présentation. Je pense que même moi, je commence à avoir un peu de mal de tête à force avec toute cette matière. Ne vous inquiétez pas, même les avocats ont des maux de tête à force de travailler avec toute cette information. Si ça peut vous rassurer. Alors maintenant, on va aborder la question des demandes humanitaires. Les demandes humanitaires, c'est devenu un peu, comment dire, c'est vu un peu comme la formule magique. C'est-à-dire, j'ai essayé d'obtenir le statut au Canada d'une autre manière, j'y arrive pas, je vais passer à la demande humanitaire. Mais il faut savoir que ce n'est pas aussi simple que ça, mais je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc, une demande humanitaire, c'est une demande de dispense, c'est une demande d'exemption de pouvoir présenter une demande de résidence permanente ici au Canada. Donc, normalement, une demande de résidence permanente se fait à l'étranger, à l'exception, bien sûr, de quelques catégories comme celle des réfugiés. Mais une demande de résidence, vous devez présenter la demande étant à l'étranger et une fois que vous êtes accepté comme résident, vous venez au Canada. Néanmoins, dans le cas des demandes humanitaires, c'est le cas des gens qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas pu obtenir leur statut par d'autres moyens et qui font une demande humanitaire pour demander une exception de pouvoir devenir résident permanent sans avoir à sortir du Canada. La demande humanitaire se base principalement sur deux aspects. Ça se base premièrement sur l'établissement. Donc, votre établissement au Canada, je suis bien intégré au Canada, je suis bien adapté au Canada. Et le deuxième aspect, c'est la question des difficultés si vous retournez dans votre pays. Et je dis bien difficulté, je ne dis pas risque. Et ça, vous allez le voir un peu plus tard, pourquoi je fais la distinction entre les deux. Donc, c'est une question de difficulté. Quelles sont les difficultés auxquelles je ferais face si je retournerais dans mon pays, qui ferait en sorte que ce serait très difficile pour moi de pouvoir facilement présenter une demande de l'extérieur pour revenir au Canada. Il faut aussi savoir, avant qu'on continue, que ce n'est pas tout le monde qui est admissible à faire une demande humanitaire. Des fois, pour des questions de criminalité ou de fausses déclarations, on ne peut pas faire de demande humanitaire. Dans certains cas, on peut la faire, mais demander une exception par rapport à notre casier judiciaire, par exemple, mais ce n'est pas garanti que ça va être accepté. Mais néanmoins, la demande humanitaire est l'une des méthodes de pouvoir essayer de demander des exceptions par rapport aux exigences normales de la loi. Donc, quels sont les facteurs qui sont pris en considération dans l'évaluation des difficultés et de l'établissement? Il y a plusieurs facteurs qu'on va prendre en considération. On va prendre en considération le lien avec le Canada. On va prendre en considération l'intérêt supérieur de tout enfant touché par la demande. Et quand je dis tout enfant touché par la demande, ça peut être des enfants qui sont au Canada comme des enfants qui sont à l'extérieur. Mais comme Azadeh l'avait dit, c'est très difficile quand les enfants sont à l'extérieur d'argumenter que c'est bien pour les enfants que le parent soit ici pendant que les enfants soient à l'extérieur. Souvent, on le fait quand même. Souvent, ce qu'on met de l'avant, c'est le fait que le parent a un travail ici et que ça permet d'envoyer de l'argent à la famille où elle est. Donc, on va souvent présenter des preuves, des transferts d'argent qu'il envoie, etc. Mais ce n'est pas évident. Des fois, on a des réponses qui disent bon, moi, je pense que le parent devrait retourner dans le pays et être avec les enfants. C'est souvent les réponses qu'on a, mais c'est un argument qu'on peut néanmoins faire, surtout si les enfants sont dans un pays où les conditions sont très difficiles. Ça aide que le parent puisse envoyer et éventuellement pourra le faire venir si la demande humanitaire est acceptée. Ils vont aussi prendre en considération des facteurs dans le pays d'origine. Donc, c'est sûr qu'on va regarder quelles sont les conditions dans le pays d'origine. Et ce qui est bien, c'est qu'on va regarder des facteurs qui sont plus larges que ceux d'une demande d'asile. D'abord, il faut savoir que la demande d'asile, c'est les risques. Donc, c'est les risques que vous courez si vous retournez dans votre pays. Tous les dangers, pertes de vie, etc. La demande humanitaire, c'est les difficultés. Donc, on va regarder quels sont les différents éléments qui vont rendre votre retour difficile. Et c'est plus large parce qu'on peut parler de l'emploi, on peut parler de l'accès aux soins de santé, on peut parler de d'autres aspects dont on n'aurait pas pu parler dans la demande d'asile parce que la demande d'asile, c'est par rapport au risque. Et les changements qu'il y a eu récemment aussi font en sorte que ces changements ont été faits un peu plus avant les derniers changements, mais font en sorte qu'on ne peut pas évoquer les mêmes risques qu'on a évoqués dans une demande d'asile. Donc, vous ne pouvez pas dire encore une fois que cette personne va être tuée parce que
elle fait partie d'un groupe politique. Non, vous ne pouvez pas réutiliser cela dans une demande humanitaire. Des fois, on va essayer de le réutiliser en disant elle va être victime de discrimination parce que les gens de ce parti ne sont pas bien, n'ont pas beaucoup d'accès à l'emploi. Donc, on essaie de le reformuler, de le réutiliser, mais en général, ils vont quand même dire qu'on ne peut pas évoquer les mêmes aspects qu'on avait évoqués dans une demande d'asile, parce que c'est des risques et non des difficultés. Et on ne veut pas que la demande humanitaire devienne une deuxième demande d'asile. Ensuite, on va aussi, les difficultés non visées aux articles 96 et 97, c'est les articles liés à la demande d'asile. Les facteurs relatifs à la santé. Souvent, on va évoquer ces différents facteurs. Donc, l'accès à des soins de santé, les conditions du système de santé dans le pays où elle va retourner. Est-ce que la personne a des problèmes de santé particuliers? Est-ce qu'elle aura accès à ces soins? Et puis, c'est très, très précis. C'est-à-dire que si vous dites que la personne souffre de diabète et qu'elle n'aura pas accès à tel médicament, ou qu'elle souffre de schizophrénie et qu'elle n'aura pas accès à des médicaments, ben, il faudrait préciser à quel médicament elle prend en ce moment et à quel médicament elle n'aura pas le droit, elle n'aura pas accès. Et est-ce qu'il y a des preuves qu'elle n'aura pas accès à ce médicament-là? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes en mesure de fournir une preuve que ce médicament-là n'est pas disponible dans ce pays? Il y a aussi, et ça c'est important à souligner dans le cadre de notre rencontre aujourd'hui, des facteurs reliés à la violence familiale. Donc, sur cet aspect-là, au niveau des demandes humanitaires, c'est possible de souligner des aspects par rapport à la violence familiale. Donc, s'il y a des questions qui font en sorte qu'une personne qui retournerait dans son pays serait victime de violences familiales, c'est important de les souligner dans une demande humanitaire. Violence familiale, je le dis bien au sens large, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement en faveur c'est pas seulement le conjoint ou la conjointe, ça peut être aussi les parents qui sont violents, etc., la famille élargie, la belle famille. Donc ça, c'est des aspects qui peuvent être mis de l'avant dans une demande humanitaire. Les conséquences de la séparation des membres de la famille, donc si les enfants sont canadiens, ils ont un statut ici, les conséquences que ça pourrait avoir si la personne retourne dans son pays et elle est séparée de ses enfants, évidemment, ça peut être mis de l'avant. L'incapacité à quitter le Canada ayant conduit à l'établissement. Ça, c'est dans les cadres, par exemple, des personnes qui sont de pays sous moratoire. Ils n'ont pas été renvoyés dans leur pays. Ça fait 5 ans qu'ils sont au Canada. Ils peuvent mettre de l'avant le fait que le Canada ne les a jamais renvoyés. Ils se sont bien établis. Il y a un moratoire de renvoi. Ce serait bien qu'enfin, ils puissent avoir un statut. Là encore, 96-97, j'en ai déjà parlé. Et il y a aussi la question de violence conjugale, mais vécue au Canada. Donc, normalement, et ça c'est dit dans IP5, qui est un manuel, un guide pour les personnes qui décident par rapport aux demandes humanitaires, normalement, il faut prendre en considération la violence qui est vécue ici. C'est-à-dire que si une personne présente une demande humanitaire, et c'est surtout dans le cas de personnes qui avaient présenté une demande de parrainage, le parrainage a été rompu parce qu'il y a eu fin de la relation et elle se retrouve dans une situation un peu sans statut et elle présente la demande humanitaire. Donc, normalement, ces éléments-là doivent être pris en considération dans la demande humanitaire. C'est-à-dire qu'elle met de l'avant qu'elle était venue parce que son mari l'avait parrainée, mais finalement, elle a vécu des années très difficiles à cause de la violence conjugale. Elle a sorti de la relation, mais là, elle est sans statut. Donc, elle demande à ce que cet aspect-là soit pris en considération ça ne sera pas 5 ans parce que d'ici là, c'est sûr que le parrainage aurait été terminé, mais je veux dire que dans tous les cas, si c'est suite à un parrainage qui a rompu, ces éléments-là peuvent être pris en considération dans l'évaluation de la demande humanitaire. Bon. Oui. J'ai une petite question, c'est par rapport aux facteurs pris en considération dans l'évaluation des difficultés de l'établissement. Vous avez parlé des facteurs relatifs à la santé. Donc, quand il y a une demande à titre humanitaire, moi j'ai appris
qu'il y avait beaucoup de dossiers qui ont été refusés à titre humanitaire par rapport aux facteurs de santé, parce que ça devient vraiment une charge pour le Canada. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction par rapport à ça? Effectivement, il y a une contradiction à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas que, normalement, si vous devenez une charge par rapport au Canada, vous êtes inadmissible à pouvoir venir au Canada. Néanmoins, à travers la demande humanitaire, il y a possibilité de présenter des arguments pour expliquer pourquoi on devrait faire une exception dans votre cas. Et il faut vraiment que les arguments soient très forts pour que ça soit accepté. Et par rapport à cela, ce n'est pas seulement pour les facteurs de santé. Les demandes humanitaires, comme je vous l'ai dit, on pense souvent que c'est la formule magique, mais le taux de réussite est assez faible. Ils sont assez sévères par rapport aux demandes humanitaires parce que sinon, ça va devenir la manière pour tout le monde d'obtenir le statut. Et le problème aussi avec les demandes humanitaires, c'est qu'il n'y a pas... Ils ont des directives, mais d'un agent à l'autre, ça peut changer. D'un agent à l'autre, il peut y avoir des décisions qui sont différentes. On a souvent des dossiers qu'on pense qu'ils sont très forts. Finalement, la décision est négative. Il y a des dossiers qui sont acceptables, mais pas très forts. Puis finalement, la décision est positive. Mais c'est sûr qu'il y a certains aspects qui aident, comme par exemple une personne qui travaille. Ça, c'est un bon signe d'établissement. Ben, tout le monde doit travailler parce qu'il ne faut pas être sur l'aide sociale. Mais quand je dis travail, c'est un bon travail à temps plein. Ça aide au niveau des arguments d'établissement, des gens qui ont étudié, qui étudient, des gens qui ont un enfant canadien, etc. Ça ne veut pas dire que si vous avez un de ces éléments, ça va être oui automatiquement. Mais c'est un cumul de tous ces éléments qui peut faire en sorte que vous allez être accepté. En plus, il y a beaucoup de personnes qui ont comme des maladies comme VIH, SIDA, il y a d'autres arguments que vous pouvez faire pour demander une exception à la section de l'inadmissibilité. Ça, c'est un autre facteur. L'inadmissibilité, c'est quelque chose complètement séparé qu'une demande humanitaire. Alors, il faut parler à un avocat par rapport à ça parce que la loi, c'est très compliqué par rapport aux personnes qui sont inadmissibles à cause des raisons médicaux. Donc, comme je l'avais dit, les difficultés dans le pays d'origine peuvent aussi être prises en considération. Néanmoins, si vous aviez déjà évoqué la violence conjugale comme un des facteurs de votre demande d'asile, c'est possible que si vous essayez de l'évoquer au niveau de la demande humanitaire, on vous dise que cette question-là a déjà été jugée sur votre demande d'asile, ce n'est pas pertinent pour la demande humanitaire. C'est sûr que, comme je vous l'ai dit, on essaie toujours de reprendre quand même certains éléments et de le reformuler, mais si votre demande est juste basée là-dessus, c'est très possible que ce soit un non parce que c'est répéter votre demande d'asile une deuxième fois. Donc, quels sont les groupes qui présentent très souvent des demandes humanitaires? Évidemment, on a les demandeurs d'asile déboutés. Donc, ceux qui ont présenté des demandes d'asile, qui ont épuisé leur recours et qui n'ont pas décidé de porter appel, ils peuvent présenter une demande humanitaire, mais comme je vais vous le mentionner plus tard, il y a un délai qu'il faut respecter avant de pouvoir en présenter. Les personnes sans statut, donc les personnes qui sont venues, par exemple, avec un visa temporaire et qui, pour X raisons, sont restées en cachette pendant 3 ans et puis tout d'un coup, ils veulent obtenir un statut. Ils peuvent présenter une demande humanitaire, mais bon, ce n'est pas garanti que ça va être accepté. Et ça pourrait signifier à l'immigration où ils sont et accélérer leur renvoi. C'est jamais une bonne idée de se cacher pendant plusieurs années de l'immigration. Parce que ce n'est pas comme en Europe où on va vous chercher, aller vous cogner à la maison. Bon, ils l'ont fait quelquefois, mais c'est très rare qu'ils le font. Néanmoins, si ils s'en rendent compte, ils vont probablement entamer les démarches de renvoi. Les personnes qui ont entamé un parrainage qui a été interrompu à cause de la fin de la relation conjugale. Donc, encore une fois, les femmes qui avaient entamé un parrainage, qui étaient ici et qui avaient entamé un parrainage, leur conjoint les parrainait, et pour X raisons, ça arrête, notamment à cause de la violence conjugale, souvent elles présentent des demandes humanitaires. Dans les directives, ça dit que les demandes humanitaires où il y a des questions de violence conjugale doivent être étudiées de façon prioritaire. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Et aussi, il y a les gens qui proviennent de pays sous moratoire. Donc, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Congolais qui présentent des demandes humanitaires pour pouvoir obtenir un statut parce que
ils sont au Canada, on ne peut pas les renvoyer. Puis souvent, ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été déboutées aussi. Attention, le fait d'introduire une demande humanitaire n'est pas égal à un sursis de renvoi. Donc, si vous présentez une demande humanitaire, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous renvoyer pendant que c'est étudié. Et pourquoi on ne va pas vous renvoyer pendant que c'est... Pourquoi il y a des possibilités qu'on vous renvoie pendant que c'est étudié? C'est parce qu'une demande humanitaire, ça peut prendre en général, ça prend 2 à 3 ans pour être étudié. Donc, c'est la formule magique, mais ce n'est pas si magique que ça parce que c'est difficile d'avoir une réponse positive et le processus est très, très, très long. Mais il est là. Néanmoins, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qui protège un renvoi, en fait? Ce qui peut protéger d'un renvoi, c'est un examen de risque avant renvoi qui est positif. Donc, en général, c'est un peu avant que l'immigration décide de vous renvoyer. Ils vont vous proposer ou vous pouvez faire la demande pour avoir un examen de risque avant renvoi. Et comme Azadeh l'avait dit tout à l'heure, c'est un peu un examen pour voir s'il y a des risques pour vous si vous retournez dans votre pays. C'est les mêmes bases à peu près qu'une demande d'asile, c'est-à-dire qu'il faut vous démontrer qu'il y a des risques si vous retournez dans votre pays. Et ça, c'est pas quelque chose auquel vous avez droit moins d'1 an après votre demande d'asile. Donc, il faut qu'au moins 1 an se soit écoulé. Même si vous introduisez une demande humanitaire après avoir été débouté de votre demande d'asile, vous n'aurez pas droit à une erreur avant 1 an. En fait, avec le nouveau système, vous n'avez même pas le droit de présenter une demande humanitaire 1 an après, 1 an avant. Vous devez attendre 1 an avant de pouvoir présenter une demande humanitaire après avoir été débouté d'une demande d'asile. Dans l'ancien système, c'était possible, mais ils ont fait des changements aussi à ce niveau-là. Un moratoire de... Ils ont changé la loi et qu'il faut faire la demande humanitaire après 1 année quand vous recevez votre lettre de refus. Alors, entre 1 année, qu'est-ce que la personne doit faire? En fait, la demande humanitaire, quand vous êtes débouté, vous ne pouvez pas avoir un erreur ou une demande humanitaire avant 1 an. Donc, pendant cette période-là, vous pouvez essayer de faire appel, mais vous n'avez pas d'autre recours. Vous ne pouvez pas présenter une autre demande sous ces 2 autres bases-là. La réalité, c'est que c'est un délai qui est là pour permettre à l'immigration de vous renvoyer avant que vous ayez droit à une demande humanitaire et un renvoi. Et dans certains cas, c'est facile à l'immigration de renvoyer une personne. Dans d'autres cas, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle doit obtenir des documents, etc. Puis ils sont toujours en retard sur le processus. Donc, une personne ne va pas être renvoyée 2 semaines après son audience. C'est très rare que ça se fasse. Ça prend plusieurs mois avant qu'elle soit renvoyée. Mais ils essayent dans le nouveau système de le faire dans le 1 an pour que ça ne permette pas aux gens de faire des demandes humanitaires ou une demande d'erreur. J'ai juste une petite question. J'aimerais bien savoir la procédure quand on parle de renvoi, quand il y a une décision de renvoi immédiate. Est-ce que la procédure, au fait, est-ce qu'il y a une exécution sur place? Donc, vous venez de dire 2 semaines. Mais est-ce qu'au Canada, cette procédure, c'est d'aller chercher la personne et l'emmener carrément dans un avion? Ou est-ce que la personne peut, en parallèle, a le droit d'attendre, justement? Parce que là, on a compris que c'est 1 année, donc il peut fuir en quelque sorte la décision et attendre la décision de sa demande humanitaire. C'est jamais une bonne idée d'essayer de fuir l'immigration parce que s'ils vous trouvent, ça va être plus difficile d'essayer d'arrêter le renvoi au niveau de la Cour fédérale. Parce qu'ils vont dire que vous ne respectez pas les lois du Canada, puis pourquoi on va arrêter le renvoi. Normalement, qu'est-ce qui arrive quand une procédure de renvoi est entamée? Quand vous avez une décision négative, il y a toujours une mesure de renvoi qui est en place. Ça va être là. Il y a une différence d'une mesure de renvoi qui est en place, puis quand vous êtes prêt d'être renvoyé. Alors, l'immigration, normalement, ils ne viennent pas chez vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous envoient une lettre de convocation. Ils vous demandent de venir le voir. Si vous n'êtes pas éligible à faire un examen de risque avant renvoi, ils vont vous demander si vous voulez quitter volontairement. Si vous dites non, à ce moment, ils vont voir si vous avez même les papiers pour voyager. Alors, par exemple,
un passeport. Qu'est-ce que vous avez besoin pour entrer dans votre pays? Un laissez-passer, par exemple. Il y a certains pays africains qui demandent un laissez-passer si votre passeport n'est pas valide. Si vous n'avez pas ces documents, c'est possible que l'agent d'immigration va vous demander de chercher ces documents vous-même. Normalement, ça dépend cas par cas, mais des fois, on dit à les clients, ce n'est pas votre devoir pour aider l'immigration à vous renvoyer. L'immigration peut essayer de chercher ces documents eux-mêmes. Mais encore une fois, il faut leur donner l'impression que vous êtes en train de coopérer, parce qu'il faut coopérer avec l'immigration. Puis si vous donnez l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un qui va écouter les lois, les exigences que l'agent est en train de vous donner, c'est possible que vous pouvez mettre en détention parce qu'il pense que vous êtes un risque à fuir. Alors, il faut les écouter, leur dire que, OK, je n'ai pas les papiers, je peux prendre les photos de passeport si vous voulez, retourner chez votre avocat, puis c'est à ce moment, vous n'avez pas encore un billet. Le travail de l'avocat commence une fois que vous avez un billet de renvoi. Une fois que vous avez un billet de renvoi, l'avocat, basé sur votre statut, puis quelle sorte de demande vous avez en cours, va faire une demande à l'agent d'immigration, d'agence de services frontaliers, de faire une suspension du renvoi. C'est une demande formelle, puis normalement, l'agent dit non. Alors tout ça, ça peut être fait en 2 semaines. Par exemple, ils vous avisent, ils vont vous renvoyer en 2 semaines. Ils ont fixé le billet, ils vous donnent le billet. Le moment que vous avez le billet, l'avocat dit, OK, je vais demander une suspension du renvoi. La suspension du renvoi, la demande peut être basée sur le fait que vous avez une demande humanitaire en cours. Ça peut être basé sur le fait qu'il y a des nouvelles preuves depuis le temps que votre demande d'asile a été rejetée, que vous pensez qu'il va y avoir un examen de risque avant renvoi assez positif, puis s'il vous plaît, attendez pour une année va passer pour que vous pouvez accéder à l'examen de risque avant renvoi. Si l'agent dit non, vous leur donnez une date limite pour vous répondre. S'il dit non, normalement, vous allez à la Cour fédérale pour demander un sursis de renvoi. Ça, c'est fait 2 jours avant la date de renvoi. Des fois, l'agent ne donne pas une réponse, puis on va à la Cour fédérale, même si on n'a pas une réponse. C'est sûr que les juges regardent différents facteurs, puis sont un peu plus conservateurs. Alors, c'est difficile d'avoir un sursis de renvoi au niveau de la Cour fédérale, mais il y a des cas qui ont du succès. Alors, c'est à ce moment que le juge va décider si vous allez être renvoyé. Mais normalement, il ne va pas chez la maison de la personne pour leur chercher. C'est seulement si la personne a déjà essayé de fuir l'immigration, puis ils ne sont pas en train de rapporter à l'immigration, qu'ils vont chez eux. Souvent, ils vous envoient juste une lettre de convocation. Alors, avec la lettre, on peut voir des fois c'est quoi le but de l'entrevue avec l'agent. Par rapport à tout ça, donc, si on voit bien sur le système d'envoi, quand tu appliques pour l'humanitaire, les bureaux d'humanitaire ne travaillent pas en collaboration avec le bureau d'immigration? Comme c'était indiqué, une demande humanitaire n'arrête pas le renvoi. Alors, par exemple, si quelqu'un a introduit une demande de parrainage, des fois, il y a un sursis administratif sur le renvoi, puis ils vont arrêter le renvoi pour 60 jours pour voir si la demande de parrainage va être traitée. Pour une demande humanitaire, il n'y a aucun sursis. Les agents de services frontaliers vont savoir probablement qu'il y a une demande humanitaire en cours, mais ça n'arrête pas le renvoi. Ils vont continuer à faire leur travail, puis ils vont essayer de vous renvoyer. Mais une demande humanitaire peut être utilisée par un avocat comme une base pour demander un arrêt du renvoi en raison du fait qu'il y a une demande humanitaire en cours. L'agent va normalement dire non, puis avec ça, avec les facteurs humanitaires, puis tout qui a été déposé pour la demande humanitaire, on va à la Cour fédérale avec la décision de l'agent de ne pas arrêter le renvoi pour leur demander un sursis. Alors, la demande humanitaire, même si c'est en cours, ça n'arrête pas le renvoi, mais ça peut être utilisé par un avocat s'il décide d'aller à la Cour fédérale pour leur demander un sursis. OK. Donc, si une fois une personne fait la demande humanitaire, alors c'est à son avocat de prendre de l'avance pour aviser l'immigration pour que l'immigration puisse arrêter le système de renvoi?
ils ne vont pas le faire. C'est seulement quand le client a un billet de renvoi, a le billet prêt. Alors, ça veut dire l'agent du service frontalier a leur donné un billet, puis il dit « Vous allez quitter en 2 semaines ». C'est à ce moment que l'avocat va parler à l'agent, faire une demande formelle pour leur demander d'arrêter leur renvoi basée sur le fait qu'il y a une demande humanitaire assez forte en cours. C'est à ce moment que vous pouvez utiliser la demande humanitaire. L'agent va être au courant qu'il y a une demande humanitaire qui a été présentée, mais il ne va pas arrêter leur renvoi à cause du fait que la demande humanitaire a été présentée. Moi, j'ai une question. J'ai le cas d'une femme qui est venue comme étudiante internationale. Après ses études, elle s'est trouvée un travail, donc elle a introduit une demande de résidence. Et entre-temps, elle est entrée dans une relation. Elle a eu un enfant, ça n'a pas marché avec le partenaire. Et chez elle, elle ne pouvait pas retourner parce que c'était un déshonneur d'avoir un enfant hors mariage. Et la dame a fait une demande humanitaire en janvier. Et au mois de mars, elle était à l'hôpital, elle devait se présenter à l'immigration pour se faire entendre. Elle n'a pas pu. Ils ont envoyé encore une deuxième convocation, elle n'est pas partie. Et au mois de juin, je crois, on a reçu une lettre disant qu'elle a désisté. Et donc, sa demande a été refusée. C'est alors qu'elle nous a approchés. Et elle ne pouvait pas vraiment se présenter techniquement parce qu'elle était hospitalisée, elle était à l'hôpital. Et elle a été voir son avocat qui lui aurait dit, en fait, on a appris qu'il y avait les 2 demandes parce que nous, on ne savait pas qu'il y avait d'abord la demande d'asile. On pensait que le renouvellement prenait trop de temps. Alors, on a appelé l'immigration pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est là où ils ont dit, mais attendez, cette personne a perdu son statut d'étudiante internationale, mais qu'il y a une demande qui est introduite, elle l'a désisté parce qu'elle ne s'est pas présentée. Ce n'était pas vraiment qu'elle a désisté parce qu'elle était hospitalisée. Maintenant, moi, là où je ne comprenais pas, c'est que son avocat lui a conseillé, pardon, ta demande d'asile a été refusée, alors on introduit une demande humanitaire. Je ne comprends pas trop cette partie, comment, parce que moi je pensais qu'il fallait attendre les 1 an avant d'introduire une demande humanitaire, mais quand cette dernière lui a dit de présenter une demande humanitaire, on va faire une demande humanitaire, nous ne sommes pas des conseillers, nous ne pouvons pas donner d'avis ou de conseils juridiques, mais c'était un peu difficile quand même de comprendre. Sans parler de ce cas spécifique, parce que je ne connais pas tous les détails, je ne veux pas le conseiller sur les cas spécifiques ici aujourd'hui, mais en général, un désistement, c'est différent d'un refus. Un désistement, ça veut dire que vous avez abandonné votre demande d'asile. Un refus, c'est un rejet. Alors, il y a des conséquences complètement différentes à ce niveau. Alors, c'est possible que s'il y a un désistement, de peut-être introduire une demande humanitaire. L'interdiction de faire une demande humanitaire pour 1 an, c'est plutôt s'il y a un refus de votre demande d'asile. OK. Donc, je pense qu'on a parlé un peu des différents éléments qui peuvent empêcher un renvoi. Donc, un moratoire de renvoi, une réponse positive à un examen de risque avant renvoi, un sursis administratif. Comme Azadeh l'avait dit, dans le cas de parrainage, ça peut arriver de demander un sursis administratif le temps que le parrainage soit entendu. Un moratoire de renvoi officiel demandé, pardon, pas un moratoire, un sursis de renvoi demandé à la Cour fédérale. Bon, notez encore une fois que les demandes humanitaires prennent beaucoup de temps à être traitées, donc c'est possible que la personne soit renvoyée d'ici la fin de l'étude de sa demande si elle n'est pas protégée par une des mesures dont il est question. Pouvez-vous expliquer encore un peu plus clairement ce que veut dire une réponse positive à un examen des risques avant le renvoi? Ça veut dire quoi? En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'avais dit, une personne peut demander un examen de risque avant renvoi quand ça fait plus d'1 an qu'elle a été refusée de sa demande d'asile, ou on peut lui proposer qu'elle ait un examen de risque avant renvoi. Donc, c'est en fait une dernière chance de prouver à l'immigration qu'il y a des risques si vous retournez dans votre pays. On fait souvent ça parce que
quand on prend 3 ans avant de renvoyer une personne après sa demande d'asile, c'est très possible que la situation dans le pays ait changé. Donc, pourquoi est-ce qu'on se baserait sur une décision qui a été prise il y a 3 ans pour renvoyer quelqu'un dans son pays? Je ne dis pas que ça va prendre 3 ans pour renvoyer les gens, mais les délais sont des fois un peu longs, même s'ils commencent à être accélérés maintenant. Donc, c'est la chance qu'a une personne de présenter des arguments pour expliquer pourquoi il y a des risques si elle retourne dans son pays. Mais je pense que les taux de réussite sont quoi, 3%? 3%. Normalement, on suggère à les personnes de ne pas demander à l'immigration pour une erreur, un examen de risque avant renvoi, d'attendre que l'immigration leur convoque pour leur donner les formulaires, parce que le plus de temps que vous avez ici au Canada, ça va vous aider pour une demande humanitaire. Alors, c'est normalement quand l'immigration vous convoque, puis vous donne les formulaires pour un examen de risque avant renvoi qu'on suggère à les gens de le faire. C'est important de noter qu'il y a des délais aussi pour compléter les formulaires puis envoyer des arguments aussi à l'immigration pour ça. En plus, une erreur, ça regarde seulement les nouvelles preuves des risques. Ça ne va pas regarder les mêmes preuves que vous avez déposées pour votre demande d'asile. Alors, seulement si vous avez des nouvelles preuves. Des fois, les gens déposent des preuves qui sont des lettres, par exemple, de leur famille au pays qui dit qu'ils sont encore à risque, là. Ça, c'est pas assez. Ça, c'est pas comme une preuve saliente. Ce n'est pas une preuve forte du tout. Puis, étant donné que seulement 3% des erreurs sont positifs, c'est pas vraiment quelque chose qui va aider une erreur. C'est plutôt quelque chose comme une convocation. D'autres faits qui sont présentés après que la demande d'asile a été rejetée qui vont aider pour une erreur. Un avis de recherche, etc. Oui.